Démarrage, nous sommes en direct. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire du Laboria sur les grands défis de l'IA au travail. Nous avons en agenda aujourd'hui tout d'abord une introduction de Magali Bounex du ministère du Travail et de l'Économie. Ensuite, les grands enseignements du Laboria Explorer qui vous seront présentés par Ian Ferguson. Pour finir, sur un entretien entre Aude Winzerich d'Enedis, chef du programme Ambition IA, avec Ian Ferguson, qui est le directeur scientifique du Laboria. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Magali Bounet. Merci Magali. Merci Edouard. Je suis particulièrement heureuse d'ouvrir ce premier webinaire dédié aux grands défis de l'IA au travail. Ce webinaire, il est organisé dans le cadre du Laboria. Vous le savez, le Laboria, c'est un laboratoire de recherche-action qui est né d'un partenariat entre le ministère du Travail et INRIA. L'objectif du Laboria, c'est de pouvoir observer, comprendre, analyser, expertiser les impacts de l'IA au travail sur les sujets de compétences, d'emploi, de formation professionnelle, mais c'est aussi de pouvoir produire des recommandations et outiller l'ensemble de l'écosystème, qu'il soit entreprise, qu'il soit salarié, que ce soit les partenaires sociaux. Et donc, le Laboria maintenant a près de 3 ans d'existence. On dispose de travaux aboutis, notamment dans le cadre de la phase 1 du Laboria Explorer, qui va vous être présenté par Ian Ferguson. Donc, cette phase qui a été réalisée par Matrice, une phase d'observation, d'enquête de terrain. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir valoriser les résultats de cette phase, de pouvoir les rendre accessibles et outiller l'ensemble des acteurs. Donc, après la phase de l'observation, c'est la phase de l'appropriation et c'est bien l'enjeu aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous sera notamment présenté par Aude Winzerich, que je remercie d'Enedis, un retour d'expérience d'intégration d'un système d'IA. Et voilà, donc c'est l'objet aujourd'hui de notre webinaire. Je remercie INRIA, je remercie Aude Winzerich et je passe tout de suite la parole à Ian Ferguson pour qu'il vous présente les grands enjeux de l'IA au travail. Merci Magali, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ian Ferguson, je suis sociologue à INRIA et le directeur scientifique du Laboria depuis sa création en novembre 2021, c'est-à-dire bien 1 an avant la sortie mondiale de l'IA générative, de ChatGPT. Pourquoi je me réfère à cet événement? Parce que lorsque le Laboria a été créé en novembre 2021, on était sur un pas de temps qui était considéré comme relevant de la prospective. Plutôt, on préparait l'avenir du travail. Dans les communautés internationales, on parle encore beaucoup de future of work. Et puis 1 an plus tard, évidemment, il y a eu une accélération très très forte du sujet de l'intégration de l'IA générative dans les environnements de travail. Dites-vous bien que là où on considérait avant 2022 que moins de 1% des Français pouvaient dire j'ai travaillé avec l'intelligence artificielle, eh bien aujourd'hui, en fonction des différentes études, on estime que entre 30 et 50% des Français ont au moins essayé une fois l'intelligence artificielle dans leur activité professionnelle. Donc évidemment, on a un changement d'échelle très très fort et par ce changement d'échelle, eh bien, on a une quantité d'organisations professionnelles évidemment concernées qui explosent, notamment là où auparavant on était plutôt sur des grands groupes ou des grandes administrations. Eh bien aujourd'hui, des collectivités de taille moyenne ou des PME, voire des TPE s'intéressent au sujet. La sociologie des métiers a beaucoup changé aussi, notamment avec des utilisations dans les métiers qui relèvent plus de la créativité, là où on considérait que l'intelligence artificielle adressait davantage des tâches répétitives. Certains parlaient un peu abusivement d'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée et de concentration du travail humain sur les tâches à haute valeur ajoutée, je mets des guillemets. Eh bien aujourd'hui, on se rend compte que les usages de l'IA vont beaucoup sur les tâches dites cognitives de haut niveau et non répétitives. Donc ça, c'est un élément de transformation important. Un autre élément de transformation important, c'est que beaucoup d'usages de l'IA au travail sont le fruit d'initiatives d'employés qui utilisent des solutions grand public dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc on a vu comme ça, dans les 3 ans d'existence du Laboria, le sujet de l'IA au travail
se transformer. Et évidemment, ben, nos études essayent hein, d'appréhender ces phénomènes. Alors, dans le cas du Laboria exploré, c'est-à-dire les études du Laboria entre 2022 et 2024, notre approche, elle a consisté en concertation avec d'autres organismes de recherche, hein, à essayer de voir ce que l'on pouvait apporter par rapport à des grands organismes comme l'OCDE, à des études privées, hein, comme celle de grands consultants, eh bien, de plutôt nous focaliser sur le travail et l'expérience de travail qui est produite par l'usage de l'intelligence artificielle. Ça, c'est important parce que là où on avait avant plutôt des grands travaux quantitatifs, eh bien, nous avons essayé plutôt de faire la chronique quotidienne de l'IA au travail, en nous concentrant pas, non pas sur des systèmes dont on parle éventuellement dans les médias de façon plus ou moins positive, mais vraiment d'aller regarder hein, dans les PME, dans les entreprises, dans les administrations, eh bien, ces projets qu'on appelle souvent des POC, hein, des Proof of Concept, et qui sont parfois déployés et échanger avec les utilisateurs, avec les travailleurs et de regarder comment le sens de leur activité est potentiellement affecté, impacté, transformé, sans a priori pour savoir si ces transformations sont plutôt considérées comme positives ou négatives, mais les laisser parler pour qu'ils nous apprennent ce qu'est l'expérience de travail avec l'intelligence artificielle. Alors quelques enseignements avant qu'on bascule dans l'échange évidemment avec Aude Wieserich. Euh, Quelques enseignements de cette chronique de l'IA ordinaire, j'ai envie de dire. D'abord, quelques verbatims, je trouve que c'est important pour essayer d'incarner. Voilà ce que quelqu'un nous dit. Comment surveiller que la personne ne s'est pas reposée à 100% sur l'IA et à garder cet esprit vigilant. Hein, on voit que très tôt, hein, le sujet de l'esprit critique, de l'engagement dans le travail se pose lorsqu'on a une machine qui produit un certain nombre de tâches sans qu'on forcément comprenne comment elle fonctionne. Et comment l'utilisateur reste actif, engagé dans son travail. C'est une super avancée, mais je ne suis pas sûr à 100% de l'outil. Là se pose la question de la confiance. Il y a un effet wow, mais il y a aussi des questions qui se posent sur sa fiabilité. L'IA peut nous aider à voir ce que l'œil humain n'arrive pas à percevoir. Et là, on commence à envisager la question hein, du fameux travailleur augmenté, équipé de nouvelles capacités grâce à l'outil, hein, ce qui était ailleurs une trajectoire ordinaire de l'outil. Un outil, historiquement, a plutôt vocation à essayer de développer des nouvelles capacités, à renforcer les capacités humaines. Avec l'IA, tu vas pouvoir te concentrer sur ton expertise. Et là, on appréhende cette, je dirais, promesse un peu historique de l'IA, en tout cas depuis sa réémergence dans les années 2010, hein, de se dire qu'on va pouvoir confier à la machine un certain nombre de tâches qui vont nous permettre de nous concentrer sur des tâches qui relèvent plus de notre expertise, qui font davantage sens. Donc voilà, on a un ensemble comme ça de témoignages, des centaines d'entretiens qui ont été menés autour d'une dizaine de cas d'usage qu'on a suivis sur la durée. Ça, c'est important. On avait constaté que beaucoup d'enquêtes postulaient un certain nombre de choses à des moments d'un projet d'IA qui n'était pas forcément identifié, c'est-à-dire qu'on ne savait pas si les retours d'expérience étaient faits sur la phase d'expérimentation, sur la phase de déploiement, et puis aussi revenir régulièrement sur les mêmes terrains pour voir s'il y a des choses qui émergent dans la durée, parfois des irritants qui se réduisent, parfois au contraire des irritants qui apparaissent tout au long à mesure que le système se développe et que on développe son expérience d'usage. Donc, on a voulu revenir régulièrement pour avoir cette profondeur dans le temps et ce retour d'expérience. Il en a résulté un certain nombre de recommandations hein, de cette phase de Laboria explorée. D'abord, on a évoqué l'importance de partir du travail réel pour penser le rôle et la place des systèmes d'IA. Hein, de manière assez traditionnelle, on a constaté quand même que beaucoup de projets d'IA étaient davantage pilotés par des démarches d'innovation que par des démarches d'apporter quelque chose au métier. Voilà. Et que parfois, ce décalage dans les approches produisait des outils qui, certes, fonctionnaient, pouvaient être performants, mais produisaient des situations de décalage entre les situations de travail vécues
et la façon dont le système d'intelligence artificielle peut traiter les données, la façon dont elle peut préconiser des choses, hein, un décalage entre ce qu'apporte l'outil et ce que vit le professionnel. Et pourquoi? Parce que bien souvent, le travail réel n'est pas suffisamment considéré, intégré dans la phase de conception, et la phase de conception n'est pas suffisamment une phase de co-conception. Donc ça a été évidemment la deuxième préconisation qu'on a faite, c'est comment euh, imaginer la trajectoire de conception des systèmes avec les métiers et les considérer comme finalement les principaux informateurs de ce que peut apporter l'IA dans leur activité. Dans ce dialogue professionnel, évidemment, on a rajouté une forte dimension du dialogue social, hein. On a vraiment mis l'accent sur l'importance à chacune des phases de projet, tout au long du développement du projet, eh bien, de s'assurer qu'il y a un dialogue social et un dialogue professionnel technologique. Euh, Troisième préconisation qu'on a faite, mettre l'IA au service de la sécurisation des travailleuses et des travailleurs. On parle beaucoup du travailleur augmenté comme quelque chose que l'on vise dans un projet d'IA, et cette vision du travailleur augmenté est souvent déclinée autour de deux approches: augmenter sa productivité ou augmenter sa performance. Mais un élément important qu'on a identifié comme un élément d'appropriation, c'est le fait d'être sécurisé par l'outil. C'est-à-dire qu'on a constaté parfois que les projets d'IA créent une fragilisation, hein, chez l'utilisateur. Il se sent fragilisé dans son expertise, challengé parfois par l'IA, et dans des situations où il doit arbitrer entre ce qu'il pense qu'il doit faire et ce que le système lui dit de faire. Et donc, dans cette tension, dans ces dilemmes quotidiens qui peuvent émerger d'utilisation de l'IA, eh bien, on a préconisé, hein, un rapport humain-machine qui se fait au service de la sécurisation des travailleurs, qui doit se sentir réassuré dans son rôle de sachant, dans son rôle de responsable, et donc organiser à la fois une relation humain-machine, mais aussi un collectif de travail qui met le professionnel en situation d'être réassuré dans son expertise. Quatrième élément qu'on a préconisé, rendre les systèmes d'IA explicables pour permettre, hein, aux professionnels, aux utilisateurs, aux décideurs, non seulement de comprendre le fonctionnement, mais surtout en situation de travail, d'avoir les informations qui leur permettent de prendre les bonnes décisions. On a évoqué non pas l'explicabilité aux sciences scientifiques, hein, vous savez, ce grand défi scientifique de rendre les réseaux de neurones profonds, hein, les systèmes d'apprentissage profonds qui sont considérés souvent comme des boîtes noires explicables, mais plutôt une explicabilité située en situation de travail, hein, c'est-à-dire qu'on est un professionnel qui se sent réassuré parce qu'il a les éléments alors si ce n'est de raisonnement, les éléments d'information qui ont été traités par la machine, qui communiquent avec lui dans un langage accessible et qui permet au professionnel d'avancer en responsabilité dans son activité. Et enfin, cinquième préconisation qu'on a pu faire, apprendre chemin faisant, accepter que ces projets et que ces systèmes d'IA qui sont dits d'apprentissage, eh bien, nécessitent aussi une organisation apprenante, hein, à savoir que personne n'est réellement mature, hein, ni la technologie, ni le collectif de travail sur ces technologies. Et il faut accepter qu'on est tous en train d'apprendre avec ces systèmes d'IA qui ont des caractéristiques qui sont assez différentes des autres machines, hein, qui sont très déterministes. Là, on a des systèmes dynamiques, des systèmes apprenants qui vont chercher une performance assez inédite par rapport aux machines ordinaires. Mais le prix, c'est souvent des systèmes qui sont assez difficiles à anticiper dans leur comportement, qui n'ont pas toujours la fiabilité qu'on pourrait attendre des machines habituellement. Et donc, on doit accepter que ces outils et le collectif de travail, eh bien, sont tous en situation d'apprentissage. Et donc, évidemment, qui dit situation d'apprentissage dit droit à l'erreur, dit éventuellement droit à la déconnexion. Et donc, voilà, on a vraiment caractérisé les différentes situations de travail sous cet angle-là, avec ces 5 préconisations. Voilà ce qu'on pouvait vous raconter rapidement, hein, et je vous invite à aller sur notre site de Laboria pour aller voir l'intégralité de nos productions, à la fois nos rapports, nos enquêtes, mais aussi nos synthèses, puisque une des vocations du Laboria, c'est de produire des connaissances, mais c'est aussi d'amener ces connaissances dans un format qui convient au plus grand nombre. Récemment, quelqu'un m'a dit qu'il avait écouté le podcast du Laboria sur des remontées mécaniques de ski. Effectivement,
effectivement, c'est plus facile à écouter que lire un gros rapport sur les télésièges. Donc, on essaie comme ça d'amener des formats attractifs, des formats qui permettent d'appréhender les connaissances que l'on produit dans toutes les situations, même dans les remontées mécaniques. Voilà, sans plus attendre, je vais inviter Aude à me rejoindre pour rentrer dans notre phase un peu grand témoignage, grand témoin. Aude, si tu peux monter sur scène. Donc Aude va se présenter, mais d'abord dire que Aude est une des pionnières du Laboria, puisque depuis le début, elle a accepté de rejoindre le COMEX du Laboria au titre de personnalité qualifiée. Nous avons un certain nombre de personnalités qualifiées, en plus des institutions que nous rassemblons dans notre COMEX. Et les personnalités qualifiées ont justement vocation à nous apporter un regard sur nos travaux, mais aussi une actualité de ce qui peut se passer dans leur domaine d'activité. Aude a été choisie pour porter, je dirais, la voix des industriels. Hein. On a aussi quelqu'un qui porte la voix des DRH, on a aussi un philosophe. Et donc, Aude nous a rejoint depuis le début de l'aventure. C'est une fidèle de tous nos événements. Je la remercie là, personnellement et publiquement. Et Aude, je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup Yann, merci pour l'invitation et ravie d'être avec vous ce matin pour témoigner de l'expérience que je peux avoir sur ces sujets-là. J'espère que ça pourra apporter les éléments attendus. En tout cas, n'hésitez pas après dans la phase de questions. Donc Aude Winsrich, moi je travaille depuis pas mal d'années maintenant sur le domaine de l'IA. Donc, j'avais fait il y a fort longtemps un doctorat sur un domaine assez pluridisciplinaire qui était un peu l'ancêtre, on va dire, du traitement automatique des langues. Et ce qui m'a toujours intéressée, c'est de savoir vraiment comment est-ce que les nouvelles technologies pouvaient venir impacter positivement, aider les entreprises. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir contribuer entre 2017 et 2021 au déploiement de l'intelligence artificielle au sein du groupe EDF, en montant l'équipe très opérationnelle d'IA, donc en lien bien sûr avec pas mal d'autres contributeurs. Donc une équipe qui a mis en place énormément d'outils différents, et donc on pourra avoir un petit partage d'expérience sur ces outils-là. Et puis en parallèle, on va dire, de cette équipe très opérationnelle, il y avait cette réflexion sur la stratégie IA du groupe EDF, et notamment d'essayer de définir quel était le cadre de déploiement que l'on pouvait proposer pour l'IA chez EDF. Et on avait déjà pas mal travaillé donc avec Yann à cette époque pour essayer de trouver vraiment un cadre à la fois éthique, responsable, mais aussi qui permettait de délivrer des outils très robustes. Et là, j'ai rejoint Enedis donc très récemment, depuis septembre, pour travailler sur l'ambition IA d'Enedis avec une approche peut-être un tout petit peu différente, mais je pense qu'on va en parler parce que les temps ont changé. Oui, super Aude, parce que justement, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ton parcours, c'est que tu as été en charge de l'ambition IA d'EDF, je dirais presque dans le monde d'avant, hein, sur la période 2017-2021, au moment où on avait ce retour de l'IA, et puis les grandes entreprises se demandaient comment appréhender et quelles opportunités ça pouvait provoquer, mais c'était un peu tout nouveau. Et puis, tu reviens maintenant sur l'ambition IA d'Enedis, et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différences entre ces deux périodes, en fait, hein, entre la période d'avant et puis maintenant, là, tu arrives sur l'ambition IA d'Enedis. Qu'est-ce qui a changé? Alors effectivement, il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai envie de dire, c'est un petit peu, le système s'est un peu renversé, si on peut dire. Dans mon expérience d'EDF, et je pense que c'était vraiment quelque chose qu'on voyait dans beaucoup d'entreprises, que j'aime bien aussi faire du benchmark, discuter beaucoup avec d'autres grands groupes pour savoir comment est-ce qu'ils déploient l'IA. Et c'est quelque chose qui était assez partagé et qu'on voyait vraiment. On passait quand même beaucoup d'énergie à aller chercher, entre guillemets, des cas d'usage. C'est-à-dire que on avait bien les solutions techniques en tête. On voyait bien, en fait, ce que l'IA nous proposait d'un point de vue technique, et à nous d'aller voir les différents métiers pour leur expliquer ce que l'IA pouvait apporter, mais on était vraiment sous une forme un peu solutionniste, quoi. Et donc, on allait vraiment voir chaque métier en disant, voilà, le chatbot, ça pourrait apporter ça, du traitement automatique de mail, ça pourrait apporter ça, la maintenance prédictive, etc. Et je vais pas dire qu'on bataillait à trouver des cas d'usage, mais on avait vraiment cette démarche de partir de la solution pour aller voir les métiers et vraiment essayer de pas les convaincre, mais de leur montrer un petit peu ce que l'IA pouvait avoir comme valeur ajoutée.
aujourd'hui, les temps, je pense, ont complètement changé et la grosse rupture qu'il y a eu, je pense que c'est l'IA générative qui est arrivée, qui a complètement démocratisé en fait l'usage de l'IA, notamment dans la sphère privée. Et aujourd'hui, on est un peu dans le système inverse où on a énormément de cas d'usage qui nous arrivent de tous les métiers de l'entreprise avec un engouement extrêmement fort. Et on est plus à faire le tri, à prendre un peu notre gomme pour pouvoir dire non, ça on va pas le faire, comment est-ce qu'on peut mutualiser, etc. On sent énormément d'attentes de la part de tous les métiers et c'est plutôt en fait l'effet inverse puisqu'on est plus à expliquer que l'IA c'est pas magique. Ça ne va pas résoudre un problème structurel, qu'il y a du travail d'experts derrière. Notamment, on en parlait là dans le démarrage, il faut suivre le système d'IA tout au long de son cycle de vie. On fait pas un ticket IT comme sur d'autres outils pour dire là ça bug. En fait, il y a tout ce modèle en fait qui va évoluer avec des données qui peuvent être différentes, etc. Et donc c'est très différent. Et donc on est plus à expliquer. Attendez, on va se réfréner un petit peu et on est toujours un peu sur cette ligne de crête entre finalement foisonnement qui est génial pour cette dynamique et cette adoption terrain et priorisation. Ouais, c'est vrai qu'on a parfois le sentiment là avec l'IA générative qu'on est un peu dans le biais de l'outil, hein, tu sais, quand on a un marteau dans la main, tout ressemble à un clou et aujourd'hui, la plupart des problèmes semblent avoir, une option IA pour le résoudre, alors que, parfois l'intelligence artificielle, est loin d'être la meilleure solution technique, hein, au-delà de tout ce que tu dis sur la maintenance et cetera. Il y a aussi d'autres outils numériques, d'autres outils plus classiques, qui ont fait leurs preuves et qui sont tout à fait robustes pour traiter des sujets, mais c'est vrai qu'on a tendance à aller vite sur l'IA comme étant la clé, la meilleure solution pour tous les sujets de travail. Le Laboria, comme tu le sais, a 3 grands questionnements, hein. On se préoccupe évidemment des conditions de travail, impact d'IA sur les conditions de travail. On a beaucoup évoqué cela dans nos travaux et dans les rapports. On a le sujet compétences, transformation des métiers, besoin de formation, et puis évidemment la question du dialogue social. J'aimerais bien qu'on profite un peu de ton expérience, hein, sur ce sujet-là pour reprendre ces grandes thématiques, en commençant par exemple par le dialogue social. Tu as très tôt, hein, dans ton approche, mis le dialogue social, voilà, comme un élément, voilà, un socle pour avancer sur le sujet de l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors effectivement, ça remonte déjà il y a pas mal de temps. Côté EDF, ce qu'on avait fait, on avait assez tôt proposé des sessions un peu de sensibilisation et même assez informelles pour partager sur nos visions autour de l'IA et vraiment le faire en toute transparence pour que chacun ait le bon niveau d'information de façon à pouvoir ouvrir le dialogue et qu'on ne soit pas dans quelque chose de très déséquilibré avec côté technique, voilà, on a plein d'infos, on voit tout à fait comment c'est en train d'évoluer. Et puis de l'autre côté, c'est plus soit un peu boîte noire, soit des craintes, parce que les médias aussi en rajoutent souvent beaucoup sur l'impact de l'IA sur le travail, etc. Et donc assez rapidement, on s'était dit, c'est très bien d'avoir un partage vraiment pour pouvoir discuter des choses de façon assez ouverte, parfois même très informelle, mais vraiment faire monter l'ensemble des parties prenantes en compétences pour avoir ce bon niveau de dialogue en fait. Et donc on avait organisé même au niveau des salariés beaucoup de sessions de sensibilisation, souvent sur la base du volontariat. On s'était déplacé dans pas mal de régions, voir différentes équipes, et c'était vrai. Il y avait un fort engouement juste pour au moins comprendre ce que c'est que l'IA, se questionner ensemble, et puis ouvrir aussi le débat sur des points parfois qui pouvaient être pas toujours évidents à aborder. Qu'est-ce que l'IA va changer sur mon travail? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Il y avait des craintes aussi autour de ça. Et donc aussi pour rassurer, expliquer les transformations qui pouvaient arriver. Et puis bien choisir les projets d'IA aussi qu'on pouvait mettre en place. Et puis côté Enedis, c'est la même démarche aujourd'hui qui s'ouvre avec cette sensibilisation vraiment qui nous tient beaucoup à cœur pour avoir ce bon niveau de dialogue, en tout cas en connaissance de cause, avec des personnes suffisamment mises à niveau et aller vraiment au-delà de parfois ce qu'on peut lire et qui peut faire le buzz dans les médias, et vraiment repartir aussi de l'ADN de l'entreprise et bien comprendre le cadre de déploiement qu'on va construire ensemble pour pouvoir mettre en place ces solutions d'IA.
le sujet des conditions de travail, hein, maintenant, entre peut-être différentes approches, hein, qui peuvent, et de développement qui peuvent émerger, entre des approches qui peuvent être un peu plus euh, orientées vers une logique d'innovation, d'autres plus vers une logique de besoin. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton retour d'expérience sur ce sujet de l'impact de l'IA sur les conditions de travail et comment comment vous l'avez observé, vous, hein, en 10 ans comme ça de projets IA. C'est vrai que ça fait presque 10 ans Ouais, ouais. qu'on travaillait sur des projets d'IA. J'ai envie de dire, au départ, comme je disais un peu tout à l'heure, on était vraiment plutôt sur de la solution qu'on va proposer au métier. Un métier qui n'a pas forcément, d'ailleurs, évoqué de besoin, mais on dit, voilà, ça pourrait peut-être apporter un plus. Donc, il y avait plutôt cette démarche-là. Et finalement, on a peut-être parfois, pas systématiquement, mais parfois, oublié un petit peu le quotidien du salarié qui allait utiliser l'outil d'IA. Donc, il y a parfois eu des solutions qui ont été mises en place sans une approche très approfondie, vraiment côté terrain, mais plutôt en se focalisant, et c'était bien normal, je trouve, à l'époque, se focaliser finalement sur la robustesse de l'outil, sur sa pertinence et peut-être sa performance un petit peu technique. Et puis, parfois, on a eu quelques surprises avec l'équipe d'experts IA. J'ai notamment là, eu un souvenir qui me revient. Une équipe, on était particulièrement fiers en fait de la pertinence qu'on avait pu mettre en place sur l'outil. On arrive pour le présenter aux équipes avec lesquelles on avait travaillé et en fait, on était à plus de 90% de bonnes réponses de cet outil-là. Et là, ils nous disent, mais si c'est pas 100%, moi, je ne peux pas l'intégrer dans mon processus métier parce que s'il y avait ne serait-ce qu'une seule erreur, ça peut être très grave. C'est-à-dire, si l'IA se trompe même qu'une seule fois, ça peut avoir un impact considérable sur la sécurité. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout appréhendé au démarrage du projet. Donc, ça nous a fait une bonne leçon. Et là, on a commencé vraiment à renverser aussi un petit peu notre façon de travailler, de façon à vraiment partir du besoin métier et surtout essayer d'avoir une compréhension un peu fine des usages, des besoins, partir vraiment du besoin métier et comprendre les critères qui vont faire que cet outil va être adopté pour ne pas travailler pour rien, en fait, côté technique, mais aussi pour bien adapter, en fait, l'outil aux besoins, parce que nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de construire des IA qu'on appelle à l'échelle industrielle. Et une IA à l'échelle industrielle, c'est à la fois un outil qui va être robuste, mais aussi un outil qui va être adopté par le plus grand nombre d'utilisateurs. Donc voilà, on part vraiment aujourd'hui en lien avec tout l'outillage et les recommandations que peuvent produire le Labor IA d'une étude vraiment qui part du terrain. Et je pense qu'il y a un point aussi qui est important, c'est que quand on regarde même les études qui peuvent sortir, on voit sur certains métiers, voilà toutes les activités métiers qui pourraient être automatisables. Et en fait, nous, là-dessus, on va avoir une approche assez différente en se disant, c'est pas parce qu'une activité d'un métier est automatisable qu'il faut l'automatiser nécessairement, même pour gagner en performance ou en simplification, etc. Parce qu'on pourrait assez rapidement se retrouver avec des métiers qu'on appelle un peu des métiers en gruyère, c'est-à-dire des métiers pour lesquels on va avoir en fait certaines activités du métier qui vont être automatisées, mais finalement la personne va totalement perdre le sens de son métier et puis va se retrouver avec quelque chose d'assez détricoté et il ne saura même plus en fait pourquoi il se lève le matin. Et donc c'est vraiment ça qu'on veut absolument éviter en venant sur le terrain, comprendre comment est-ce que cette activité, enfin qu'est-ce qui fait sens en fait dans ce métier et quelles sont les activités qui pourraient être en partie enrichies, en tout cas pour conserver le sens global du métier. C'est vraiment intéressant parce que dans les années 60, une des critiques du Fordisme, hein, ça a été énoncé par George Friedman dans les années 60, qui avait parlé de travail en miettes. Tu nous parles de travail en gruyère. Voilà, donc on passerait, hein, si on n'est pas vigilant, des miettes aux gruyères. Et donc là, on est sur pain et fromage, mais malgré tout, voilà, on a une perte de sens. Et c'est vraiment important ce que tu nous dis parce que
la promesse un petit peu naïve d'automatiser des tâches entre guillemets à faible valeur ajoutée pour concentrer le travailleur sur des tâches à forte valeur ajoutée. Donc cette idée un peu de libération du travailleur, finalement se heurte à la réalité vécue du travail, où parfois les bouts de fromage que l'on retire du morceau de gruyère font perdre un sens global. Parfois ces tâches sont reliées à des tâches qui, elles, sont plus complexes, et l'effet de chaînage entre les tâches est important pour arriver vers la complexité. Parfois, ces tâches sont aussi des tâches d'entrée dans un métier, d'apprentissage pour des juniors qui vont petit à petit pouvoir progresser. Parfois, ces tâches sont aussi des tâches d'oxygénation, sont aussi des tâches qui apportent le confort de la certitude sur notre capacité à les réussir, là où les tâches plus compliquées sont un peu plus stressantes. On voit que tout ça ne va pas de soi, et que voilà, l'idée théorique est un peu naïve qu'on va libérer le travailleur humain de ces tâches à faible valeur ajoutée, et parfois penser sans le travailleur lui-même. Voilà. Et que voilà, quand il a son mot à dire, quand on réfléchit au sens de son travail, on se rend compte que ça ne va pas de soi et ça n'a pas forcément du sens de les lui retirer. Dernier item, les compétences. Je crois que tu as une vraie approche là-dessus, sur ce sujet des compétences. Alors évidemment, peut-être pour commencer, cet écart qui peut déjà s'observer entre les plus jeunes et les plus expérimentés. On sait que sur l'IA générative, 70% des utilisateurs ont moins de 25 ans. Quand on va sur les plus de 35 ans, on est à 20-25%. Donc, tu nous as parlé de collectifs de travail potentiellement fracturés par l'IA. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Effectivement, quand on a vu les résultats de ces études, ça nous a fait un peu mal, parce qu'on s'est dit, mince, on est vieux à partir de 35 ans quand on parle d'IA générative. Et ce qu'on veut vraiment éviter, notamment dans une entreprise à mission, comme l'Enedis, c'est d'avoir une fracture qui se joue autour des outils. Et ce qu'on a pu voir, qu'on commence à voir, c'est qu'en fait, il y a un véritable engouement pour des outils d'IA génératif, parce qu'ils sont utilisés dans la sphère privée par les jeunes, par les plus jeunes salariés, parce qu'ils ont tout à fait l'habitude. On avait vu une étude il y a quelque temps, 99% des étudiants utilisent l'IA générative en fait au quotidien pour leurs études. Donc après, ils arrivent en entreprise. En fait, c'est un peu un réflexe, un automatisme de se dire, ces outils-là, ils font partie de mon quotidien, je vais aller faire une synthèse de documents avec, etc. Et puis, d'autres salariés qui n'ont pas forcément ce lien à l'IA générative. Alors, finalement, on a un petit peu mesuré les propos en se disant, au-dessus de 35 ans, est-ce qu'on est très vieux par rapport à l'IA générative ? Oui, mais pour ceux qui ont des ados à la maison, finalement, ils se sont frottés aussi un petit peu à ces outils-là. Donc, voilà, un petit bémol par rapport au fait que passer 35 ans, c'est fichu. Non, pas du tout. Et nous, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est qu'au sein des équipes, on ait cette fracture qui se crée, avec finalement une équipe à deux vitesses, ceux qui sont tout à fait habitués par l'utilisation de ces outils dans leur sphère privée et qui assez naturellement vont demander, ça pose d'autres problèmes, de les utiliser en fait dans leur quotidien, et ceux qui nous disent ça va super vite, j'arrive pas à suivre, j'ai vraiment peur d'être complètement perdu, parce que ce qui ressort beaucoup quand on discute sur le terrain, c'est que les gens nous disent on n'a jamais vu une innovation, en tout cas, qui est aussi rapide dans son adoption, et on se sent perdu. Et donc, nous, on va faire vraiment très attention à tout ça pour essayer de faire monter en compétences autant que possible. J'allais dire des personnes réfractaires, ils ne sont même pas réfractaires, c'est juste qu'ils nous disent c'est quelque chose que je ne comprends pas, je ne l'ai jamais utilisé, et en fait, j'ai du mal à me dire que la marche n'est pas très haute. Et donc, vraiment à nous de pouvoir identifier là où ces outils d'IA pourraient avoir une plus-value, mais surtout avoir le bon niveau de formation de façon à éviter autant que possible en fait cette fracture au sein de l'entreprise, au sein des équipes. Et ce qu'on a commencé à regarder côté Enedis, c'est aussi quels étaient les métiers qui finalement étaient impactés par ce qu'on a appelé cette espèce d'impact un peu incontournable sous l'impulsion de l'externe. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, c'est pas forcément eux qui, pour leur performance, leur productivité, pour simplifier des activités, se sont dit tiens, on va utiliser un outil d'IA, mais c'est plutôt de se dire dans mon écosystème, l'ensemble des
parties prenantes avec lesquelles je travaille sont en train d'utiliser des outils d'IA générative. Et si moi, je ne change pas au sein de mon équipe, je vais être complètement en décalage avec ce qui se passe autour de moi dans la société. Et donc là, on a un œil particulièrement attentif pour ces équipes-là qui sont très en demande, en nous disant aidez-nous à nous transformer rapidement, à comprendre ce qui est en train de se passer dans l'écosystème. Alors, peut-être pour donner des exemples, ça va être quel type de métier? Par exemple, la communication, les achats, etc. Ce sont des écosystèmes dans lesquels les agences de com utilisent beaucoup l'IA générative. Au niveau des achats, il y a beaucoup de cabinets de conseil, par exemple, ou de prestataires qui, pour gagner du temps, vont rédiger leur réponse à appel d'offres avec des IA. Et si nous, en fait, on n'accompagne pas les métiers dans cette transformation globale, ils vont être en décalage complètement avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais finalement, c'est un autre type de transformation, on va dire, en plus de ce qu'on voit généralement sur, voilà, j'en ai besoin pour mon quotidien parce que ça va m'aider dans mes activités classiques. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis parce que parfois une réaction récurrente aux analyses de l'IA, c'est de dire oui, mais finalement, ça ne fait que reprendre des schémas qu'on a connus, le shadow IT, quand Google est arrivé, quand Internet est arrivé. Là, tu es en train de nous dire que ceux qui ont un peu de bouteille, qui ont vu différentes transformations, notamment numériques, disent ça n'a jamais été d'une telle ampleur et d'une telle vitesse auparavant. Voilà. Et avec en plus cette transformation qui est un peu à deux vitesses, comme tu dis, avec des collectifs qui peuvent être complètement fracturés parce que peut-être des jeunes qui vont très vite, mais pas nécessairement en profondeur, des plus expérimentés qui sont beaucoup plus lents, mais qui par contre vont, par leur expérience, être capables de travailler plutôt en profondeur sur la qualité. Et on doit trouver, peut-être par ce qu'on appelle souvent des conflits de qualité, c'est-à-dire des groupes de professionnels qui se retrouvent et qui dialoguent sur la qualité du travail. C'est quoi la qualité du travail avec l'IA générative, avec l'IA? C'est quoi faire du bon travail? Et peut-être que là, les plus jeunes et les plus expérimentés ont à s'apprendre mutuellement, faire un peu du cross-mentoring sur le travail avec l'IA. Tu as évoqué avec nous quelque chose qu'on n'a pas trouvé ailleurs, en tout cas évoqué avec nous dans la préparation de cet événement, sur la façon dont vous avez potentiellement identifié en interne des personnes qui pourraient se positionner sur la data science. On sait à quel point, au temps de l'IA, on n'arrête pas de dire les talents IA, c'est très difficile, ils sont très chers, ils sont un peu capricieux parce qu'ils savent que ce sont des ressources qui sont très rares, on n'arrive pas à les garder, etc. Vous avez une approche un peu différente que j'aimerais que tu partages avec les participants à ce webinaire. Ouais. Et alors effectivement, c'est quelque chose qu'on avait mis en place côté EDF et qui est mis en place aussi sous un peu une autre forme et côté Enedis. On a différents types de formations et de sensibilisation. Donc sensibilisation un petit peu pour tout salarié qui a envie de comprendre comment fonctionne l'IA. Donc là, c'est des sensibilisations qu'on voit classiquement dans les entreprises. On va avoir des formations qui sont plutôt parfois liées à des projets spécifiques, donc de montée en compétences, de prise en main de l'outil, même de transformation dans le cadre de conduite du projet. Et puis, quelque chose effectivement qui est peut-être un petit peu différent chez nous, c'est des parcours de reconversion. Et donc, on avait pu identifier côté EDF des salariés qui aimaient bien, alors je vais le dire avec mes mots, bricoler de la data. Ils étaient assez à l'aise avec des fichiers Excel, ils avaient une appétence pour tout ça. Et on s'est dit finalement, il y a peut-être aussi des possibilités d'évoluer au sein de l'entreprise. Alors, c'est un peu, on va dire, c'est un vrai pari aussi pour les salariés. Il faut être très motivé de se dire, je vais aller sur une reconversion complètement accompagnée par l'entreprise, mais pour passer de peut-être quelqu'un qui va toucher un peu du fichier Excel dans son quotidien à data analyst notamment. Et puis certains que j'ai pu rencontrer là récemment ont eux fait une reconversion pour devenir carrément data scientist. Alors là, on voit que c'est quand même beaucoup plus lourd, mais je trouve que c'est vraiment intéressant aussi de voir qu'il y a une évolution qui peut se faire au sein d'une entreprise avec certains métiers qu'on peut peut-être qui sont un peu moins demandeurs, en tout cas de compétences à un moment donné, et puis d'autres sur lesquels on va avoir un peu un appel d'air pour avoir plus de monde, et qu'on peut aussi,
dans certains cas, avoir des salariés qui peuvent, parce qu'ils en ont envie et parce qu'il y a la formation qui les accompagne à côté, passer finalement d'un métier où on touchait un tout petit peu de la data à data analyst, par exemple, ou data scientist. J'avais même vu, alors là c'est un exemple, mais que je trouvais vraiment intéressant. Alors c'est pas non plus énormément de personnes, mais c'est pour dire à quel point aussi on peut aller sur des nouveaux métiers d'IA. Une personne qui était assistante de direction et on cherchait à ce moment-là comment maintenir un assistant virtuel. Et donc, c'était une création d'un nouveau poste. Et cette personne nous dit, finalement, moi, j'aime bien, je suis assez à l'aise avec les outils informatiques, etc. Et en fait, mon savoir-faire premier, c'est aussi de bien comprendre qui a la bonne réponse à tout un tas de questions. Parce que dans son quotidien, elle avait l'habitude, elle avait un excellent réseau en interne de l'entreprise, à aller trouver les bonnes personnes qui étaient capables de bien répondre. Et quand on gère le back-office d'un assistant virtuel, un chatbot, on va aller regarder les questions qui ont été mal répondues par le chatbot et on doit essayer de trouver les bonnes réponses pour pouvoir apprendre au chatbot à répondre correctement. Et en fait, cette personne-là, avait trouvé vraiment un poste qui lui convenait parfaitement puisqu'elle avait ce réseau extrêmement large. Elle avait vraiment cette capacité à comprendre pourquoi ça avait été mal répondu et qui pouvait lui donner la bonne réponse et à faire apprendre du coup au chatbot au fil de l'eau. Donc comme quoi, il y a vraiment parfois des métiers qui peuvent sembler loin sur le papier, mais qui ne sont pas si loin que ça quand on parle après de compétences et de savoir-faire. Bon, Aude, c'est passionnant, mais on arrive à la fin de cette discussion pour laisser ensuite la place aux questions, mais je voulais pas terminer sans pouvoir te laisser la possibilité on a donné nous nos recommandations à Laboria. Quelle serait un peu ta very short list, des points de vigilance pour développer une IA? Alors, nous, on évoque le terme d'IA capacitante en réponse et en lien avec le rapport Villani, qui était la première feuille de route française sur l'intelligence artificielle, qui disait que l'IA doit permettre de développer les capacités proprement humaines. Quels sont tes grands points de vigilance pour développer cette IA capacitante, à la fois pour les collaborateurs et l'employeur? Par rapport à ce que j'ai dit là, je vais reprendre 3 points. Le premier, c'est vraiment comprendre les moteurs d'un métier, les moteurs d'une filière. Pas s'en arrêter en fait aux activités ou à la fiche de poste, mais bien comprendre ce qui fait sens et là où il y a vraiment le savoir-faire. Ça, c'est vraiment le point principal. Comprendre aussi l'écosystème, l'environnement d'outils et de parties prenantes du métier en question. On ne va pas aller rajouter un 15e outil à une personne qu'on a déjà 14, voilà, ça ne va pas être une bonne idée. Donc, vraiment comprendre quel est son écosystème de travail et surtout les outils existants pour vraiment réfléchir à l'intégration de l'IA dans ce quotidien. Et puis surtout, quelque chose qui est très basique, mais s'asseoir à côté du salarié de l'équipe qui va ensuite utiliser cette IA pour vraiment comprendre son quotidien, comprendre en fait les besoins et puis sentir qu'elle va être le bon outil adapté. Et parfois, comme tu le disais en introduction, on va lui dire c'est pas un outil d'IA qu'il faut, c'est peut-être autre chose. Mais vraiment voilà, prendre ce temps d'immersion pour vraiment comprendre profondément en fait le métier et le besoin. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup Odin pour ces échanges très très riches, je pense. On a vraiment pu profiter là de je dirais de toute ton histoire personnelle sur le sujet et en lien évidemment avec la culture d'entreprise qui est celle d'EDF et maintenant celle d'Enedis évidemment. Un des constats qu'on a pu faire dans les travaux du Laboria, c'est que il ne faut pas se concentrer uniquement sur la dimension technique, ni sur l'interaction main-machine, mais que parfois la culture managériale, la culture d'entreprise joue un rôle très important dans ces transformations, dans aussi l'appropriation. On avait étudié le cas des boroscopeurs, ces métiers qui surveillent les parties de l'avion sur les tarmacs, et on avait vu que dans 2 aéroports parisiens, 2 équipes qui faisaient le même métier a priori et avec le même outil d'IA, eh bien une équipe rejetait l'outil et une autre avait plutôt l'adopté plutôt facilement. Et en fait, on s'était rendu compte que la variable de l'adoption n'était pas l'outil lui-même, mais était la culture managériale. C'est-à-dire qu'il y avait une culture managériale dans une équipe qui était un management très directif, au sein duquel l'IA était plutôt adoptée, parce que finalement l'IA n'était que le ventriloque de ce management très directif
directif n'était que la continuité d'un système managérial très prescriptif, parce que l'IA disait ce qu'il y avait à faire, hein, pour le dire trivialement. Et puis dans l'autre, là où il y avait un management participatif, eh bien l'outil n'était pas accepté parce que précisément, eh bien, il y avait une opposition entre la culture du groupe qui était très en autogestion, très en autonomie, et l'outil qui faisait des prescriptions d'intervention. Et là, il y avait refus parce que clairement, ce n'était pas comme ça que le collectif s'était développé sur le terrain. Et donc parfois, c'est pas, on regarde beaucoup l'outil, mais il faut regarder aussi du côté de la culture d'entreprise. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions désormais. Alors, je vais aller regarder. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été dans le chat, mais je ne peux pas les prendre toutes. Édouard, est-ce que tu veux bien je vois que tu es monté sur scène. On compte sur Oui. ton pouvoir modérateur. Donc, la question de Arnaud Lemoine. Dans le cas du Shadow AI, l'utilisateur ne craint aucun jugement de la part de l'agent avec qui il converse. Si son entreprise met à disposition une IA corporate, change-t-il de comportement? Est-il plus précautionneux quant à ses requêtes? Appréhension que l'employeur regarde ses requêtes? Alors, je ne sais pas si Aude, tu veux. Alors, je te laisse réfléchir. C'est une question qui nous est beaucoup posée, hein, nous. C'est vrai qu'on est dans une situation où il peut y avoir un paradoxe entre parfois des travailleurs qui vont plutôt être très enthousiastes dans leur utilisation de l'IA lorsqu'elle est un peu en mode clandestin, en mode shadow, et qui vont être plutôt réticents lorsque on bascule de l'IA shadow à l'IA corporate. Voilà. Et effectivement, ils vont être non pas inquiets par la machine, hein, mais inquiets de ce qu'on va appeler, comme le dit Bruno Latour, par la machination. Hein, qu'est-ce que fait mon employeur avec cet outil? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me demande tout d'un coup là, de mettre de l'IA? Et c'est vrai que parfois le passage de l'IA personnelle à l'IA institutionnelle, hein, à l'IA d'entreprise, eh bien, provoque des tensions, précisément parce que le collaborateur s'interroge sur les motifs que son employeur a de tout d'un coup introduire l'IA. Est-ce que c'est pour intensifier mon travail? Est-ce que c'est pour contrôler mon travail? Est-ce que c'est pour que j'obéisse à ce système? Et on peut être un peu dans cette entre-deux, là où on a une technologie qui est plutôt adoptée lorsqu'elle est une initiative personnelle et plutôt rejetée lorsque c'est l'initiative de l'employeur. Je ne sais pas si Aude, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton expérience. Alors, nous, on l'a pas encore constaté parce qu'on est en train justement de mettre en place cet outil, une plateforme qui va permettre à chacun de créer ses instances, on va dire métiers, pour aller faire ce qu'on appelle du RAG. C'est l'équivalent des fonctionnalités de type ChatGPT, Claude, etc., d'IA générative. Donc, en fait, on n'a pas encore ce recul pour voir quelle va être l'utilisation de tout cela. Après, si je regarde ce qui était fait, par exemple, au niveau des assistants virtuels, sur lesquels on a quand même beaucoup plus de recul, j'ai jamais senti particulièrement de crainte, en tout cas, dans les retours qu'on pouvait avoir des différents métiers. En revanche, ce que je peux dire, c'est que nous, en tant qu'équipe qui allait regarder dans le back-office pour voir quelles étaient les questions qui avaient été posées, ce sur quoi le bot avait parfois mal répondu, il y avait parfois des questions qui nous étonnaient, où on se dit, mais est-ce qu'on aurait appelé, par exemple, son conseiller RH pour demander la météo? Bah non. Et pourquoi est-ce qu'on va le demander au bot? Enfin voilà. Donc parfois il y avait quand même des écarts, mais je pense que c'était aussi à l'époque pour pouvoir tester la robustesse un peu de l'outil et puis regarder si finalement il était pertinent ou pas. Mais nous on n'a jamais eu en tout cas de retour sur des projets où on nous disait cet outil-là a été mis en place pour me surveiller. J'ai pour l'instant jamais eu de retour autour de ça. Édouard, est-ce que tu as une deuxième question? Oui, alors juste pour confirmer à Lionel Alexandre que nous n'utilisons pas l'IA pour voir les questions les plus pertinentes ou les plus demandées. On est encore à l'ancienne pour gérer à l'ancienne, si on peut appeler ça à l'ancienne. Je vais prendre la question. Et Oui, nous sommes des vraies oui, personnes. exactement. Exactement. Alors, je vais prendre la question de Matthew L. L'IA, en libérant du temps comme l'augmentation de la productivité l'a permis au XXe siècle, fera-t-elle émerger de nouveaux acteurs, tels le tourisme au XXe siècle, ou ce temps sera-t-il surtout consacré à la formation pour élargir le champ des possibles et maintenir l'employabilité?
Waouh, ça c'est une grande question sociétale, hein. Bon, on parle là vraiment de sujets un peu de macro-objets, hein, qui sont vraiment essayer d'identifier les grandes tendances qui peuvent se dégager. On va répondre, hein, mais le Laboria s'interroge vraiment plutôt voilà, aux petits objets, hein, au sens, et c'est pas pour dire qu'ils ne sont pas importants, mais vraiment aller regarder, comme je l'ai dit, hein, les sujets de l'IA au quotidien. Il y a plein d'analystes, hein, qui se projettent sur le futur. Est-ce que ça va augmenter le temps libre? Est-ce qu'il faut un revenu minimum universel pour compenser le fait que des machines vont nous remplacer? Donc ça, c'est un sujet que l'on voit souvent dans la littérature sur la tech. Est-ce qu'il faut mettre en place une taxe robot pour financer ce revenu universel? Vous savez que Bill Gates, par exemple, avait dit peut-être que très rapidement, beaucoup de personnes vont se retrouver dans une période courte sans emploi, mais on doit taxer les robots pour financer leur formation, pour aller vers les emplois qui vont émerger. On voit des nouveaux emplois émerger. Bon, Aude a évoqué le travail autour de tout ce qui est la maintenance, hein, de l'IA. Et évidemment, c'est des sujets importants. Il va y avoir des métiers dans le droit de l'intelligence artificielle, parce que vous savez qu'il y a une réglementation IA qui arrive et que ça va être tout un défi pour les entreprises, pour les fournisseurs surtout, hein, de mettre en conformité leur technologie avec la réglementation IA européenne, sachant que progressivement, il va y avoir aussi des normes mondiales, hein, de l'IA qui vont sortir. On le sait que la France va accueillir en février 2025 l'AI Action Summit, où un des enjeux, c'est de faire converger la conversation mondiale autour de standards internationaux. Donc évidemment, tout ça, c'est des nouvelles expertises, c'est des nouveaux métiers qui vont émerger. Et pour les métiers qui existent déjà, va se poser la question effectivement de leur transformation, et qui reste le sujet à nos yeux dominant, hein. Vous savez il y a eu beaucoup, Aude en a parlé, hein, des médias qui ont évoqué des destructions massives d'emplois, et plus c'est gros, plus ça fait des gros titres, donc plus il faut sortir un chiffre important. Aujourd'hui, les hypothèses, mais encore une fois, ce sont des hypothèses sur lesquelles on travaille, sont plutôt de l'ordre de dire que on est plutôt sur un emploi sur 10, hein, c'est le Conseil d'orientation pour l'emploi qui l'avait dit, qui se situe dans un haut niveau d'exposition à l'IA, comme on dit très techniquement, c'est-à-dire qu'on pense que 70% des tâches qui composent un métier pourraient être adressées par l'IA, mais c'est très spéculatif. En revanche, on estime qu'un emploi sur deux est à probabilité élevée de transformation, c'est-à-dire que l'IA pourrait concerner la moitié des tâches de ce métier. Mais ça ne veut pas, on ne parle pas nécessairement de substitution, on peut parler aussi d'assistance, hein. Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec un IA qui est un assistant? Ça, c'est des sujets qu'on est encore en train de travailler par rapport à la question qui a été posée, hein, parce que il y a effectivement ce qu'on imagine et puis il y a ce qu'on observe. Voilà. Et côté Laboria, on essaie plutôt d'observer que d'imaginer des scénarios possibles. D'autres le font, mais évidemment, c'est beaucoup plus spéculatif. Je ne sais pas si Aude, tu veux rajouter quelque chose à ça. Et je sais par exemple que à EDF, vous aviez mis en place un GT éthique, hein, où vous réfléchissiez quand même à des sujets un peu prospectifs, comme ça, un peu larges. Je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu. Non, mais effectivement, il y avait un groupe de travail autour de l'IA responsable et c'est également voilà, le cadre de déploiement, bien sûr, qu'on est en train de mettre en place côté Enedis avec une charte IA qui arrive. On va pas déployer l'IA, comme on le ferait peut-être dans certaines entreprises américaines, ou en Chine, ça n'a rien à voir déjà parce qu'il y a l'IA Act qui arrive, mais même en dehors de tout ça, c'est très, comment dire, on va vraiment aussi regarder l'ADN de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Et donc, ce déploiement, il se fait avec les salariés dans un cadre qui a été choisi. On va regarder quand même pas mal de choses autour de la transformation. Dans les critères même de priorisation de nos projets, il y a l'adoption qui va être prise en compte. Puisqu'un outil d'IA qui serait ultra performant mais pas utilisé, en fait, va nous servir absolument à rien. Donc, c'est aussi voilà, tous ces critères-là qu'on va regarder. Et ça fait partie de notre déploiement qu'on a appelé effectivement éthique et responsable. Édouard, est-ce que tu as une autre question à nous proposer? Alors, une question de Claire Roche. Quelle place aux neurosciences dans l'analyse de l'impact de l'IA sur les capacités cognitives,
Si plus personne ne fait ses propres résumés, il y a peut-être un risque de perte de capacité globale qui peut impacter d'autres capacités, compétences à terme dans les organisations. C'était une question, pardon, j'ai pas Ouais, anticipé le ouais, point d'interrogation. ouais. Alors, et c'est vrai que dans le laboria, on n'a pas intégré la compétence en sciences cognitives, donc on ne produit pas de connaissances spécifiques sur l'impact de l'IA sur les compétences cognitives. Maintenant, évidemment, on n'est pas ignorant de cette discussion et cette conversation. On sait que pour développer une compétence, eh bien, il faut que nos neurones s'appairent. Hein. Quand vous faites une tâche, au début, elle est très difficile parce que vous n'avez pas créé le réseau de neurones au sens naturel cette fois-ci, hein, les connexions entre les neurones, les appareillements qui permettent ensuite de réaliser cette tâche. Et plus vous la faites, et plus vous habituez une zone de votre cerveau et des neurones à travailler ensemble, et plus cette tâche vous paraît simple. Voilà. Par contre, quand vous ne la faites plus, vous ne créez plus ces appareillements et donc évidemment la tâche est difficile. Donc on sait, mais c'était vrai d'abord sur nos capacités physiques. Hein, on sait que quand on n'exerce plus notre corps sur un certain nombre de tâches, eh bien il est moins en capacité de le réaliser. Si vous ne courez pas régulièrement, courir 5 km, ça va être très compliqué. Donc on a déjà eu une lecture de l'impact de l'IA sur nos capacités physiques et on a déjà eu aussi une lecture de l'impact de l'IA sur nos capacités, de l'impact des technologies de l'intelligence en général sur nos capacités cognitives, hein, puisque l'IA n'est pas la première révolution de l'intelligence. Hein. L'écriture en a été une, le livre en a été une, et Internet en a été une. Et à chaque fois, le débat sur la perte de nos capacités cognitives a eu lieu. Hein. Je ne cesse de rappeler l'interdiction de l'écriture par Socrate, hein, qui dit à ses disciples « l'écriture va vous rendre idiot ». Et là, on est sur « l'IA va nous rendre idiot ». Et puis, entre les deux, il y a Montaigne qui nous dit « il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Donc, il nous dit finalement, s'il ne sert à rien de tout mémoriser, mais plutôt de raisonner. Donc, on a toujours inquiété par ce qu'on risque de perdre comme capacité cognitive, mais pour l'instant, mais rien ne dit qu'avec l'IA, les choses vont se reproduire ainsi. Hein. Il y a eu d'autres capacités cognitives qui ont pu se construire en lien avec les technologies. Hein. On coévolue avec les technologies. Donc, c'est quelque chose sur lequel on ne produit pas de connaissances, on suit la conversation. Maintenant, effectivement, on sait que quand on ne fait plus quelque chose, on en perd la compétence. Ça, c'est quelque chose qui est largement démontré aujourd'hui. La question est de savoir plutôt si on va en développer des nouvelles qui permettront de continuer à alimenter notre capacité à nous développer et à évoluer. Mais ça, évidemment, on n'a pas la boule de cristal futurologue qui nous permet de dire ça. Je ne sais pas si, Aude, vous avez des réflexions sur ces capacités Ouais. cognitives en interne? On a exactement les mêmes réflexions parce que ça nous pose beaucoup de questions sur des outils qu'on pourrait mettre à disposition d'équipes. Je vous donne un exemple hyper concret que j'ai constaté il y a très peu de temps en allant en immersion au sein d'une équipe. Il y a des outils qui peuvent aider pour mieux rédiger les mails quand on répond à un client, etc. Et donc, l'idée, c'était de se dire, voilà, ce type d'outil peut être utile pour tout salarié qui va gagner du temps. Donc, en fait, on a le mail qu'on a reçu, le salarié va indiquer la réponse en quelques mots qu'il voudrait, puis ça permet d'aider à la rédaction du mail. La question qui se pose derrière, c'est quelqu'un qui est plus jeune, un junior qui vient d'arriver, s'il utilise cet outil au quotidien, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas perdre la compétence de rédaction ? Et j'ai rencontré donc un jeune embauché et j'ai beaucoup aimé son approche parce qu'il me dit, moi, dans la journée, je rédige mes mails tout seul. Et en fait, en fin de journée, je me garde un petit peu de temps et j'utilise cet outil qu'utilisent mes collègues qui sont un peu plus seniors et je regarde si j'avais bon. Et j'ai adoré en fait cette façon de faire parce que finalement, l'IA est là pour lui confirmer, pour l'aider à progresser. Et il m'a dit, une fois que je saurais bien rédiger tout seul, je l'utiliserai pour gagner du temps. Alors, je ne vais pas dire qu'on va généraliser ça, mais c'est une vraie réflexion qu'il y a au sein des équipes parce que si une personne qui a moins d'expérience arrive, on lui donne directement l'outil qui va lui faire gagner du temps, à quel moment elle va avoir ce recul nécessaire pour savoir qu'avec son expertise, peut-être que l'IA s'est trompée, peut-être que ce n'est pas la bonne réponse qu'il fallait mettre, peut-être que le mail qui a été proposé, il faudrait le twister un tout petit peu. Et ça, c'est une vraie réflexion qu'on a globalement de dire on ne peut pas être en sortie d'études et arriver directement expert sur un métier. Et si on a une IA qui est là juste pour faire les tâches un peu plus simples, bien en fait, comment est-ce qu'on progresse? Comment est-ce qu'on monte en compétences? Voilà, on a complètement ce type de réflexion aujourd'hui. On n'a pas forcément la solution, mais en tout cas, il y a toute cette réflexion qui est engagée pour savoir comment est-ce que les plus jeunes peuvent gagner en expertise avant qu'on les nomme experts tout de suite.
Edouard, on va prendre une dernière question avant de conclure et de vous annoncer que tu nous annonces les thèmes des prochains webinaires de Laboria Explorer. On va prendre une dernière question. Ça marche. Alors, la question de Karine Mainviel qui demande: quel type de formation avez-vous déployé pour le personnel afin d'éviter la fracture? Alors là, je vais laisser Aude répondre parce que là, c'est vraiment une question très précise sur ce que vous avez mis en place. Eh ben, alors, ce qu'on avait fait, donc, je parle dans mon ancien poste, hein, il y avait ces sessions de sensibilisation hyper larges, hein, ça pouvait être des interventions dans des réunions d'équipe, ça pouvait être des cafés de l'IA parfois, ou ce genre de choses, donc pas mal d'événements. Et puis également un passeport IA Data qui est disponible en fait pour tout salarié sur l'intranet et qui peut aller faire une sensibilisation sur la base, on va dire, du volontariat. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en région, on avait cette académie des services internes, comme ça s'appelait à l'époque, qui pouvait aller aussi au contact de différentes équipes. Donc, ça ne tout se faisait pas forcément au niveau du siège, bien sûr, hein. Donc, il y avait cette sensibilisation-là et c'était vraiment des milliers de salariés qui avaient été sensibilisés. Et puis là, en fait, avec l'arrivée justement de l'IA générative, ça pose d'autres questions et notamment pour bien comprendre est-ce que j'ai le droit d'utiliser ChatGPT au travail. En fait, non, il y a des données sensibles, etc. Et puis, les outils d'IA, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter au quotidien, le fait que l'IA, c'est pas magique, etc. Donc, pour pouvoir expliquer tout ça, nous sommes en train de mettre en place ces sessions de sensibilisation un peu qui seront à disposition, pareil, sur des plateformes plus de e-learning. Et bien sûr, depuis plusieurs mois déjà, il y a des sensibilisations au sein des équipes. Mais là, c'est plus, on va dire, sur invitation à un gros événement. Ça peut être aussi dans des réunions d'équipe, etc. On sent cet engouement. Et donc, voilà, c'est sensibilisation soit à la demande, soit directement qu'on va mettre en place là pour que chaque salarié qui a envie d'en savoir plus puisse aller faire son petit e-learning de son côté. Bravo, puisque voilà, comme des études récentes l'ont montré, hein, aujourd'hui, il n'y a que 10% des salariés français qui disent avoir eu une formation LIA dans le cadre professionnel, 5% qui disent avoir eu une formation pertinente pour leur métier sur l'IA professionnelle, et on a un chiffre très inquiétant, oui, un peu déroutant, hein, 63% des salariés français qui n'ont pas été formés et qui ne souhaitent pas l'être. Voilà, et donc ça prouve que on a encore beaucoup de travail à réaliser, avant même de parler d'appropriation de l'IA au travail, de convaincre que c'est intéressant de se former à l'IA, ne serait-ce que voilà, en tant que professionnel, mais aussi en tant que citoyen, c'est un sujet, évidemment, nous on parle du travail, mais c'est un sujet qui va bien au-delà, qui pose des questions bien au-delà du travail, des sujets de société très très forts sur quelle trajectoire technologique on s'engage, à la fois les impacts sur l'information, les impacts écologiques. Hein. Évidemment, c'est des sujets qu'on n'ignore pas au sein du Laboria, mais c'était pas le thème du jour. Le thème du jour, c'était vraiment de se concentrer sur les grands sujets du Laboria: conditions de travail, dialogue social et transformation des compétences et des métiers. Merci beaucoup, Aude. C'était vraiment, vraiment passionnant. J'ai moi-même appris beaucoup de choses et pourtant on se connaît depuis longtemps. Donc à chaque fois, c'est très, très riche. Et je laisse maintenant Edouard conclure et nous annoncer les futurs événements du Laboria. Alors, merci à vous deux, Yann et Aude, c'était passionnant de vous écouter. Je vais vous communiquer les prochaines dates donc des webinaires, du moins au moins les titres. Donc le prochain webinaire aura lieu fin janvier, on vous confirmera la date prochainement. Ce sera mettre en place un dialogue social technologique continu. Donc voilà, on repart dans le dialogue social. Et mi-mars, ce sera s'outiller pour anticiper et comprendre les impacts de l'IA au travail. Voilà. Donc le deuxième sera dialogue social et le dernier, troisième et dernier, plutôt sur l'outillage. En tout cas, vous remercions à tous pour votre écoute, votre participation et à très bientôt dans nos webinaires Laboria. Merci beaucoup. Bon appétit. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.